L'intelligence artificielle est-elle une menace pour le poker? Le poker en ligne va-t-il disparaître à cause de l'IA? Et les solvers ont-ils vraiment tué tout le fun du jeu? Salut à tous, c'est Pat pour Spin Elite. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui fait beaucoup parler, le poker et l'IA. Est-ce que c'est vraiment en train de détruire le jeu qu'on aime tous? Je vous propose d'en discuter ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il faut comprendre pourquoi est-ce que certains voient l'IA comme une menace pour le poker en ligne. Grosso modo, il y a deux raisons qui ressortent. La première, c'est une sorte de nostalgie. Vous avez sûrement déjà entendu des joueurs dire que les trackers ou encore les solvers auraient tué un petit peu l'essence du jeu. Selon eux, le jeu serait devenu un petit peu trop robotique et mathématique, alors qu'avant il était plus instinctif et humain. Bon, personnellement, je partage pas du tout cette vision, mais ça on en parlera un peu plus tard. La seconde raison, et plus concrète selon moi, c'est la triche. Et là, ça devient du sérieux. Le poker, c'est un jeu où on mise de l'argent contre d'autres humains, et on peut imaginer que si à un moment l'IA devient beaucoup plus forte au poker que les humains, donc ça c'est la première condition, et que deuxième condition, les humains peuvent très facilement s'aider de l'IA pour du coup jouer et donc tricher, là ça devient un vrai problème, puisque absolument personne n'a envie de jouer à un jeu où tout le monde triche, encore plus s'il y a de l'argent en jeu. Et le problème, c'est que la première condition, en fait, elle est déjà remplie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a clairement dépassé les humains en termes de skill au poker. On a vu des IA, comme par exemple Libratus ou Pluribus, battre des professionnels de poker dans des confrontations officielles. Et au-delà de ça, ça fait également une dizaine d'années que les solvers sont disponibles sur le marché. Les solvers, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des logiciels qui permettent de résoudre des situations de poker. Donc par exemple, vous leur donnez des paramètres comme la profondeur, le nombre de joueurs, etc. Et le solver va vous calculer une stratégie en calculant en approximant des équilibres de Nash, et le résultat qui va sortir, c'est une stratégie qui est nommée GTO. Et croyez-moi, ces stratégies GTO, elles sont redoutables. Si vous ou moi, on affrontait un joueur ou un robot qui utilise ces stratégies GTO dans tous les spots, on se ferait absolument atomiser. Du coup, le vrai danger, c'est surtout de se poser la question, est-ce que la seconde condition dont on parlait tout à l'heure est remplie? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile d'utiliser l'IA pour tricher en jouant au poker en ligne? Et c'est plutôt là que viennent les bonnes nouvelles. En gros, donc, il y a deux grosses méthodes de triche en utilisant l'IA au poker. La première méthode, c'est d'utiliser un bot, c'est-à-dire un programme informatique qui va jouer à votre place. Donc en gros, le bot, il va faire quoi? Il va regarder l'écran, comprendre les cartes, comprendre la situation, prendre les décisions et cliquer pour vous. Il fait tout en gros. Sur le papier, ça peut faire peur, mais en réalité, c'est pas vraiment un grand danger. Pourquoi? Parce que premièrement déjà, un bot, c'est très difficile à programmer et ça se crée pas en regardant un tuto YouTube. Et deuxièmement, c'est que en fait, c'est relativement facile à détecter. Les mouvements de souris, les timings, tout ce genre de trucs, si c'est un robot qui joue à votre place et pas un humain, en fait c'est cramé direct par les roues. Mais par contre, il y a une seconde solution pour tricher, et celle-ci elle est beaucoup plus sournoise, et ça s'appelle les RTA, pour Real Time Assistance. Les RTA c'est quoi? C'est à peu près la même chose que les bots, sauf qu'en fait c'est un logiciel qui vous suggère les meilleures décisions. Donc plutôt que faire tout à votre place, simplement elle va indiquer à l'humain quelles seraient selon lui les meilleures décisions, et l'humain peut choisir de suivre les indications ou non. C'est beaucoup plus difficile à détecter par les rooms de poker, puisqu'au final c'est l'humain qui reste aux commandes. Fort heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, obtenir une RTA c'est quasiment impossible. C'est pas un truc qu'on peut trouver en petite recherche Google, ou alors en connaissant un mec je sais pas quoi. Non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Il faut comprendre qu'une RTA c'est vraiment une prouesse technologique, et du coup c'est pas du tout à la portée de tout le monde, et c'est pas du tout répandu. Certains pourraient dire si moi je suis sûr qu'il y en a plein qui trichent en ligne. Honnêtement, je suis joueur professionnel depuis pas mal d'années maintenant, je côtoie pas mal d'autres joueurs professionnels en spin and go, en cash game, en MTT, à différentes limites. Si jamais il y avait toutes les rooms étaient infestées de tricheurs et de joueurs qui jouaient GTO, on le verrait direct et on gagnerait pas autant d'argent qu'on le gagne, et les tables ne seraient pas autant profitables qu'elles le sont à l'heure actuelle. Donc vraiment, l'état du poker actuel, il n'y a pas trop de soucis de triche, il y en a, mais c'est pas du tout quelque chose qui menace à l'instant T. Maintenant, ça veut pas dire que demain ce sera pas le cas. On a pu voir que l'IA a vraiment évolué ces dernières années très rapidement. Les chats GPT et compagnie, il faut l'avouer, c'est plutôt bluffant. Donc ce qui est compliqué à faire aujourd'hui, est-ce que ce sera pas hyper accessible demain? C'est une menace, et du coup, il faut vraiment s'en inquiéter potentiellement.
potentiellement. Maintenant, comment faire pour que ça arrive pas? Et ben en réalité, ça c'est entre les mains des rooms de poker. Et là, il y a plutôt une bonne nouvelle, c'est que à mon avis, les rooms de poker, elles prennent ça quand même bien au sérieux. Pourquoi? Tout simplement parce que ça menace leur portefeuille et leur business. Si demain, il y a tellement de tricheurs en ligne que plus personne ne joue au poker en ligne, bah, c'est un énorme manque à gagner, et ces entreprises qui gagnent des millions avec le poker en ligne, elles ont pas du tout envie que ça arrive, et du coup, eh bien, elles vont investir pour justement faire de la détection de la triche. Et c'est là que c'est intéressant, puisque en réalité, l'IA, c'est pas que les tricheurs qui peuvent les utiliser. L'IA peut également être utilisée pour la détection de la triche. Et pour ça, je trouve ça assez intéressant de se tourner vers le monde des échecs. Il se trouve que aux échecs, c'est encore plus facile de tricher qu'au poker. Mais vraiment, genre, il n'y a pas de comparaison. C'est 1000 fois plus facile. N'importe qui avec un téléphone a un moteur d'IA aux échecs et peut jouer en ligne et regarder ce que le logiciel dit et faire la même chose. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et pourtant, il y a des compétitions en ligne. Et en fait, qu'est-ce qui est fait? C'est que, par exemple, les sites comme chess.com, ils utilisent des modèles statistiques pour comparer les moves faits par les joueurs aux moves faits proposés par les moteurs de jeux d'échecs. Et si un joueur fait trop de coups qui sont tout le temps parfaits, bah, il est détecté, il y a une petite enquête et potentiellement il est banni. Il y a eu récemment, en 2020, je crois, dans les championnats d'Europe, environ 80 joueurs, surtout des débutants, qui ont été bannis parce qu'ils ont repéré qu'ils trichaient. Et si aux échecs, ça peut être fait relativement facilement de réussir à détecter, bon, poker, ça peut tout à fait être fait, même à mon avis encore plus facilement. Jouer GTO, c'est vraiment super dur. C'est même pas super dur, c'est impossible. C'est tellement complexe que c'est absolument impossible. Du coup, si un joueur commence à faire que des moves GTO, une room qui a installé un système de détection qui va comparer un petit peu chaque coup du joueur à des résolutions GTO, ben en fait, elle peut le cramer direct. Et c'est là-dessus que les rooms de poker vont devoir de plus en plus s'améliorer sur cette détection, et pour moi, c'est vraiment faisable. Alors oui, la menace, elle existe. Mais pour l'instant, franchement, elle est sous contrôle. Et dans le futur, bah en fait, ce sera un combat technologique IA contre IA. Est-ce que les tricheurs vont finir par gagner et que le poker en ligne va finalement totalement disparaître à cause d'eux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, personnellement, je pense pas. Je pense que simplement le poker en ligne va peut-être être transformé, évoluer. Les rooms vont devoir s'adapter. Mais je pense que le poker en ligne a quand même encore des belles années devant lui. Maintenant qu'on a parlé un petit peu justement de tout ce côté sombre de l'IA, je vous propose de parler un peu d'un autre aspect qui me paraît hyper intéressant. Parce que oui, l'IA peut vous procurer des énormes opportunités à vous en tant que joueur. Et pour parler de tout ça, je vous propose de parler d'un concept qui est la culture cumulative. La culture cumulative, c'est un concept de sciences cognitives que personnellement j'affectionne beaucoup, qui désigne en fait le processus par lequel les compétences et les connaissances culturelles, elles sont progressivement améliorées au fil des générations. L'idée, c'est que si vous avez un smartphone en main, c'est pas vous qui l'avez inventé, et si vous étiez né il y a 100 000 ans, vous seriez pas capable d'avoir un smartphone. Vous avez un smartphone grâce aux inventions de nos ancêtres. Dans ce sens, en fait, notre culture, elle a vraiment un cumul et elle évolue au fil du temps. Regardez ce magnifique paint que je vous ai fait, qui pourrait représenter l'évolution de la culture, mais en réalité, elle n'est pas du tout linéaire comme ça. Non, elle est plutôt par étapes. Et l'idée, c'est que chaque étape, on aurait à chaque fois des nouvelles inventions, comme par exemple le feu, la roue, l'écriture, l'électricité, Internet, et que chacune de ces nouvelles découvertes fait progresser, et ensuite, il y a ce ce que les chercheurs appellent notamment un effet de cliquet, où en fait, on peut pas vraiment revenir en arrière. Une fois qu'on a inventé quelque chose, et ben c'est bon, on repart de là et on continue à évoluer. Je trouve que pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer, c'est une excellente illustration de cette culture cumulative et de cet effet de cliquet, dans le sens où les scientifiques ils se posent la question, est-ce qu'on devrait vraiment continuer, est-ce qu'on devrait vraiment inventer la bombe atomique, parce qu'une fois qu'on l'a inventée, on peut pas revenir en arrière. Et c'est vraiment une jolie illustration, je trouve. Maintenant, est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ne vous inquiétez pas, je vais arriver jusqu'au poker. Mais avant de parler de poker, je vous propose de parler déjà de sport et d'e-sport. Puisque par exemple, je trouve que dans le basket, c'est une excellente illustration de comment est-ce qu'il y a de la culture cumulative et comment est-ce que ça influe, comment le jeu se joue d'un point de vue stratégique. Il se trouve que en NBA, dans les années 2000, chaque team par match tentait environ une dizaine de tirs à 3 points. En 2024, on est plutôt aux alentours des 35. Qu'est-ce qui a fait ce gros changement stratégique? Et bien, notamment, dans les fins des années 2010, il y a une team qui est les Warriors qui vont commencer à
tout gagné et tout dominé, grâce notamment à beaucoup de tirs à 3 points et à Steph Curry, Klay Thompson, qui sont d'excellents shooters à 3 points. Ils se sont rendus compte en réalité que non seulement c'est un tir qui est plutôt efficace, parce que quand les mecs ils en mettent environ 40% et que s'ils en mettent 50% à 2 points, qu'ils en mettent 40% à 3 points, mais que ça fait 1 point de plus, finalement c'est levée, elle est plutôt bonne. Mais en plus que ce soit un tir efficace, et bien pour défendre, parce qu'on peut pas laisser ces bons joueurs, ces bons shooters tout seuls, pour défendre, la défense est obligée de énormément s'écarter, ce qui laisse en réalité beaucoup d'espace à l'intérieur, ce qui facilite énormément l'offense. On s'est rendu compte donc que les équipes qui jouaient le mieux au basket et qui gagnaient tout, c'était des équipes où il y avait pas mal de tirs à 3 points. À partir du moment où on s'est rendu compte de ça, plus personne n'a commencé à tirer seulement 5 ou 10 3 points par match. Et la stratégie a complètement évolué. C'est une étape dans la culture cumulative de comment bien jouer au basket. Un autre exemple que je trouve sympa, c'est le saut en hauteur. Le saut en hauteur, en fait, jusque dans les années 70, notamment en 68, jusqu'au 68, les athlètes, ils sautaient un espèce de truc en ciseaux. Vous pourrez regarder sur internet comment ils faisaient, mais voilà, c'était les pieds en avant. Et en fait, en 68, il y a un mec qui s'appelle Fosbury, un Américain, qui a gagné, il me semble, les Jeux Olympiques de 68, en faisant un saut complètement différent, où, comme vous voyez sur l'image, il saute le dos un peu et la tête en premier. Grâce à cette nouvelle technique qu'il avait élaborée tout seul avec son entraîneur, et il gagne ces Jeux Olympiques, mais en plus de ça, il fait complètement évoluer la stratégie en saut en hauteur, puisque ensuite, absolument plus personne ne sautera comme avant, et tout le monde va adopter sa stratégie. Culture cumulative, il fait une nouvelle invention, et ça augmente les capacités et les compétences de tous les joueurs dans ce domaine, puisqu'ils se servent de sa nouvelle invention, c'est un effet de cliquet. Un autre exemple que je trouve super sympa, mais je vais pas vous spoiler la vidéo, je vous la mets en lien, n'hésitez pas à aller voir par exemple la vidéo d'Ego, que je trouve vraiment hyper intéressante sur le Tetris et une magnifique illustration de la culture cumulative. Tetris, un jeu ancestral, et il se trouve que récemment, il y a plein de records du monde qui ont été explosés. Pourquoi? Parce que différents jeunes ont inventé différentes techniques révolutionnaires, alors que le jeu est ancestral, et qui ont permis de battre, fur et à mesure, avec différentes techniques, les records du monde au Tetris. Bon, ça y est, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir, et oui, dans le poker, il y a une culture cumulative qui est absolument énorme. Le niveau global stratégique aujourd'hui, en fin 2024, est 1000 fois meilleur que le niveau d'il y a 20 ans. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un effet de culture cumulative et que le niveau global a augmenté petit à petit. Ça s'est fait, encore une fois, par petites étapes. On peut imaginer, par exemple, quand les concepts de continuation bet ont commencé à être popularisés, ou alors quand il y a certains livres, références qui sont sortis stratégiquement sur le poker, ou alors encore les forums stratégiques où tout le monde a commencé à échanger un petit peu et d'un coup le niveau des différents joueurs a augmenté. On peut également citer l'arrivée des trackers où d'un coup vous pouvez regarder, ah tiens, ça sur des centaines de milliers de mains, bon en fait ça m'a rapporté de l'argent, en fait j'ai perdu de l'argent, et bien évidemment après le niveau global augmente grâce à ce genre d'outils. Et bien sûr, l'une des dernières étapes, l'intelligence artificielle. L'une des vidéos qui m'a pas mal inspiré aujourd'hui pour je vous parle de ce sujet, c'est une conférence TEDx de Manuel Bévan il y a une dizaine d'années sur la notion d'intelligence artificielle et des interactions avec les humains, notamment dans des jeux comme le poker. Je vous mets le lien de la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que même 10 ans après, en fait, les concepts ils sont toujours d'actualité. Et vraiment, et en fait, il décrit comment est-ce que dans un premier temps, par exemple, l'humain aide l'intelligence artificielle à devenir meilleure, notamment en codant les algorithmes. Et puis ensuite, quand l'intelligence artificielle dépasse le niveau de l'humain, mais en fait c'est à son tour qu'elle va aider l'humain à progresser dans son domaine. Et ça c'est vraiment trop important dans le poker. Il fait pas mal d'ailleurs le parallèle que je trouve hyper pertinent avec les échecs. Aux échecs, le niveau actuel est également bien meilleur que le niveau d'il y a 10, 20, 50 et 50 ans. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, sur un simple smartphone, les joueurs d'échecs ont la possibilité H24 de jouer contre un algorithme qui est meilleur que le champion du monde actuel. Et non seulement l'algorithme, il va jouer contre lui, mais en plus de ça, il va pouvoir lui dire, ah tiens, là t'as fait une erreur, là t'as fait une erreur, là t'as fait une erreur. Évidemment que c'est une situation d'apprentissage qui est incroyable. Vous imaginez comparer à un mec il y a 50 ans qui devait aller à la place du village pour jouer contre le vieux je sais pas qui là qui est fort aux échecs, et c'était que contre lui qui pouvait un peu s'améliorer et jouer une fois par semaine. C'est pas la même chose quand tu peux H24 jouer contre le meilleur au monde qui va te donner toutes les erreurs que tu fais. Enfin vraiment la situation d'apprentissage
d'apprentissage est incroyable. Et je pense que c'est une évidence pour tout le monde aux échecs, mais je sais pas trop pourquoi, quand je parle à beaucoup de joueurs, c'est pas vraiment une évidence pour eux au poker. Ils ont vraiment l'impression que, ouais, des solvers, non, ah non, c'est GTO, il faut jouer exploitant, je sais pas quoi, mais déjà, enfin, si tu penses ça, c'est que t'as pas vraiment compris ce que c'est que l'exploitation avec la GTO, puisque t'as besoin de la GTO pour exploiter. Mais en plus de ça, même s'il y avait pas ce concept-là, tu te rends compte quand même que la stratégie GTO, elle est bien meilleure que toi, et que si elle jouait en ligne, elle serait millionnaire. À quel moment est-ce que c'est pas intéressant de comprendre comment est-ce que un mec qui serait millionnaire et qui est meilleur que le meilleur joueur au monde joue? Bien sûr que c'est intéressant. Est-ce que c'est la meilleure façon de jouer dans tous les cas? Bah non, mais il n'empêche que ça reste intéressant, et en plus de ça, comme j'ai dit, bah pour étudier l'exploitation, ce sont au final les mêmes outils. Les solvers, grâce notamment à la notion de node locking, peuvent permettre d'étudier l'exploitation, et vraiment ce sont à l'heure actuelle les meilleurs outils pour réussir à atteindre les sommets d'un point de vue stratégique au poker, et il n'y a absolument aucun débat à avoir là-dessus. Et si finalement j'entends encore des joueurs, même potentiellement professionnels, qui sont ah non, moi j'aime pas trop les solvers, et finalement c'est un petit peu comme si un professionnel de 100 hauteur était en mode ouais non, moi le saut Fosbury là, franchement la technique Fosbury j'aime pas trop, moi je préfère continuer à sauter en ciseaux, bon même si je perds tout le temps en ce moment, non franchement c'est trop nul le Fosbury. Si vous voulez pas utiliser les dernières innovations qui font que tout le monde est bien meilleur, ne vous étonnez pas si vous avez des soucis pour progresser. Non seulement l'intelligence artificielle et voilà toute cette culture cumulative, ça permet d'atteindre un niveau très haut, mais ça permet également de apprendre beaucoup plus vite qu'avant. J'ai vraiment vu dans mon entourage, en étant coach, des joueurs passer en 1 an et demi de niveau assez bas à un niveau parfois plus haut que moi. Et à chaque fois, ces joueurs-là, au bout d'un moment, pas au tout début, hein, mais oui, ils ont utilisé des solvers, ils ont étudié énormément tous ces outils qui sont un outil formidable d'apprentissage. Il n'y a pas seulement avec les solvers, hein. Je vous propose par exemple de vous montrer différents outils que personnellement moi je peux utiliser qui vont me faire m'améliorer, je pense, dans le domaine du poker. Je vais vous proposer par exemple 3 petits exemples de mon utilisation personnelle de l'IA pour devenir un meilleur joueur de poker. Premier exemple, c'est ChatGPT tout simplement. Il se trouve que personnellement j'utilise beaucoup dans ma vie générale sur plein d'aspects, mais également sur le poker. Et bien que si on lui pose des questions spécifiques sur le poker, il est très nul, hein, il va pas vous répondre, en fait c'est sur plein d'autres aspects qu'il peut être très utile. Personnellement, pour travailler mon jeu hors table, j'ai toujours été un petit peu geek, hein. J'ai toujours bien aimé me servir un peu des datas de mon tracker, des datas, des solvers et tout, et puis les retransformer, et puis essayer de mieux comprendre en visualisant de différentes manières, en apprenant différentes choses, et tout ça, ça nécessite parfois de retransformer un petit peu les données. Avant, je passais vraiment des dizaines et des dizaines d'heures parfois à essayer de retransformer. Depuis que ChatGPT est sorti, ça me fait gagner un temps fou. Je vous donne par exemple ici un exemple. Je prends un report qui sort de GTO Wizard, un peu compliqué si vous connaissez pas le logiciel, mais globalement, le report vous indique par exemple sur plein de flops, quelle stratégie adopter, quelle fréquence de bêtes, etc., mais sur un ensemble de flops différents ou de turns différentes. Sauf que regarder ça et apprendre simplement en regardant sur GTO Wizard, c'est pas toujours le plus pratique, et moi j'aime bien retransformer et revoir un peu les datas sur Excel. En fait, ça se fait maintenant en 5 secondes via ChatGPT. Je prends un screenshot, je lui dis de me transformer en data Excel, en classeur Excel. En 5 secondes, il me le fait, et puis ensuite, moi, je mets des couleurs, je retransforme un peu les choses, et vous pouvez voir à droite que voilà, maintenant, ensuite, je peux faire comme je veux et bien plus comprendre ce qui se passe et apprendre un peu, ah tiens, sur cette texture de flop, on doit miser plus, sur celle-ci, un peu moins, etc. C'est un exemple vraiment parmi d'autres de mon utilisation personnelle de ChatGPT, mais j'ai vraiment plein d'autres exemples, hein. Dernièrement, j'ai retravaillé les ranges de push-fold, où en fait les équilibres de Nash qui sont en ligne, ils sont pas bons parce que c'est juste du push-fold. Donc j'ai voulu recréer des tableaux, mais en considérant de la vraie GTO. Bah ça m'aurait pris des centaines d'heures si j'avais utilisé rien du tout, et avec ChatGPT, vraiment ça m'a pris beaucoup moins de temps, et à la fin j'ai un tableau hyper efficace d'un vrai tableau push-fold GTO en heads-up. Autre petit exemple, personnellement j'ai fait des études donc scientifiques, et j'aime bien quand je me pose une question, plutôt que chercher sur Google, plutôt aller rechercher un peu dans la littérature scientifique, les études, les recherches scientifiques qui ont été faites sur un sujet. Je m'en sers pas mal, même en fait pour parfois quelques questions sur le poker. Il y a un outil qui s'appelle Consensus, un site web qui est vraiment cool, puisque avant, si je passais des heures à aller chercher sur Google Scholar toutes les références et aller lire les articles scientifiques, et ben maintenant, quand j'ai un peu la flemme d'aller lire 50 000 articles scientifiques, en 5 secondes, via Consensus, je pose une question, par exemple,
exemple, est-ce que la musique avec des paroles a une influence sur les performances cognitives? Notamment, par exemple, je pourrais me poser la question de est-ce que quand je grind, j'ai envie d'avoir de la musique avec des paroles ou pas? Est-ce que ça change quelque chose? Visiblement, ça pourrait changer un petit peu quelque chose, puisqu'il y a pas mal d'études qui ont montré que ça a une petite influence sur tous les processus qui sont notamment attentionnels, sur la mémoire de travail et tout. Des processus qui paraissent quand même assez importants quand on a 12 tables et qu'il faut prendre des décisions. Donc si vous avez de la musique à côté avec des paroles et qu'en fait votre cerveau automatiquement il traite ces paroles, c'est un peu finalement c'est de l'énergie qui est pris pour rien, alors que vous avez 12 tables et que vous avez déjà besoin de votre attention sur toutes ces tables-là. Probablement que ça peut être plus intéressant d'avoir simplement de la musique instrumentale. Voilà, c'était un petit exemple d'utilisation de l'IA pour améliorer un peu aussi son confort de jeu et ses méthodes de grind par exemple. Dernier exemple, et bien évidemment en fait le plus fort, c'est comment est-ce que je travaille mon poker avec l'IA. Moi j'utilise pas mal GTO Wizard, Raph a fait une vidéo il y a quelques mois sur l'utilisation de ce logiciel. C'est pas vraiment un solver, mais ouais, si maintenant il fait un peu tout. Mais disons qu'à la base c'était plutôt une bibliothèque de solutions, et que maintenant en plus de ça vous avez la possibilité de solve via une IA et de faire énormément de node locking, ce qui vous permet non seulement d'étudier la GTO, mais surtout d'étudier l'exploitation, puisque vous pouvez avec le node locking simuler une erreur d'un adversaire qui par exemple un joueur récréatif qui ne check raiserait pas assez en bluff, quelque chose comme ça, et comprendre comment le solver va s'adapter et exploiter l'erreur de l'adversaire. C'est vraiment l'outil le plus puissant à mon avis pour devenir très très bon au poker. Bien évidemment, comme j'ai déjà dit, ces outils-là, par exemple les solvers, c'est pas tout début qu'il faut les utiliser, mais c'est au bout d'un moment, si quand vous voulez devenir par exemple professionnel, ou vous voulez vraiment vous améliorer et devenir un très très bon joueur de poker, si vous n'utilisez pas du tout ce genre d'outils, notamment les solvers, le node locking, pour moi vous allez être capé et vous allez partir vraiment avec un désavantage sur beaucoup de joueurs adverses. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo, et pour résumer un petit peu ma pensée, est-ce que l'IA est une menace pour le poker? Oui, c'en est une. Pour autant, est-ce que le poker en ligne va disparaître à cause de l'IA? Personnellement, je pense pas. En tout cas, pas dans un futur proche. Je pense que l'IA va faire évoluer un petit peu le paysage du poker en ligne. Les rooms vont potentiellement devoir s'adapter, mais il y a encore, à mon avis, des jolies années devant nous et des années très lucratives, encore plus lucratives pour ceux qui vont s'intéresser à l'IA, non pas comme être parano et avoir super peur du danger, il faut en être conscient, mais ça sert à rien d'être parano, mais par contre ceux qui vont plutôt s'y intéresser en tant qu'outil, comment se servir de l'IA pour progresser plus rapidement, pour devenir le meilleur joueur de poker possible. À mon avis, ceux qui seront dans cet état d'esprit seront les meilleurs joueurs de poker de demain. Ce sont déjà ceux d'aujourd'hui en réalité. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire quelle est votre vision sur le sujet, comment est-ce que vous voyez l'avenir, l'IA, est-ce que vous avez des exemples de culture cumulative dans l'e-sport ou le sport? Ça m'intéresse. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis on se voit à la prochaine fois. Allez, ciao!